et non pas introduire le numérique pour le numérique, dans ce qu'il a de plus superficiel, de dispersé et d'épars, mais vraiment faire du numérique un levier de transformation et de changement. Alors ça me permet d'en arriver, pour me présenter, pour l'instant je terminerai là, au fait que donc, dans cet esprit-là, donc, il y a quelques années déjà, Vincent Payon m'avait demandé de préfigurer une direction du numérique pour l'éducation. Cette direction a été construite. Elle a été construite autour de l'idée que le numérique doit être au cœur de la pédagogie et non pas avec une approche techniciste ou uniquement centrée sur la programmation et l'informatique, même si cela fait partie, l'enseignement de l'informatique fait partie de cette connaissance et cette prise de conscience des processus à l'œuvre dans le numérique. Et donc nous avons construit cette direction, je l'ai dirigée pendant 2 ans, nous avons mis en place un réseau de délégués académiques au numérique qui sont des délégués auprès des recteurs pour véritablement définir une politique en matière de numérique, une politique pédagogique en matière de numérique. Et enfin, aujourd'hui, la ministre m'a demandé de faire un travail, là encore un rapport, mais qui prendra quelques mois, d'observation, d'état des lieux, des pratiques pédagogiques actives, pas simplement la classe inversée, qui est un bon exemple, mais les pratiques pédagogiques actives liées aux usages du numérique. Donc c'est une volonté très claire de revenir aussi à une réflexion. Bien sûr, il faut une direction qui pilote l'ensemble du sujet, mais aussi d'avoir une réflexion sur le terrain, avec les enseignants, auprès des enseignants, accompagnant les enseignants, pas simplement dans le cadre de formation, mais dans le cadre de l'accompagnement de proximité, accompagnant les enseignants dans leur réflexion, leur démarche réflexive sur la manière dont l'enseignement change aujourd'hui. Donc c'est à ce titre que je suis ici et je me réjouis de voir autant de monde intéressé et préoccupé de cette question qui est vraiment centrale pour l'évolution de notre système. Merci Madame Aguetti-Bizot. Deuxième intervenant, Pascal Boiry, doyen des IPR. Bonjour à tous. Je vais rembobiner un petit peu. L'année 90, dans ma vie antérieure, donc d'enseignant, l'arrivée d'Internet dans les écoles, dans les établissements, avec le modem qui fait le bruit agréable, un certain d'entre vous, le et on avait accès à ce moment-là à quelque chose qui était un média qui arrivait, mais dans lequel on trouvait essentiellement de l'information scientifique. Donc il n'y avait pas d'interrogation tellement à avoir sur la source, elle émergeait à peine cette interrogation, puisque globalement, au bout de la ligne, on avait des chercheurs, puisqu'Internet est né du domaine, enfin de l'armée d'abord, mais puis après a été très rapidement saisi par les chercheurs. Donc on avait accès à une information et ça nous donnait un petit peu un cours augmenté, une possibilité de faire un cours augmenté. Aujourd'hui, il y a une pluralité des acteurs sur Internet, tout le monde écrit sur Internet, et donc l'éducation aux médias maintenant est une obligation. Il faut apporter un recul sur cet afflux, cette foule d'informations, mais ça vous le savez tous, et c'est pour ça que c'est une obligation. C'est une obligation qui a été mise dans la loi, comme vous venez de le rappeler, Madame Brissot, donc je vais pas le redire. C'est une obligation par toutes les disciplines. Or, bien souvent, on a tendance à reporter ça, on est sur des médias, on est sur de l'information, à reporter ça sur les professeurs documentalistes. Les professeurs documentalistes ont un rôle essentiel à jouer dans cette éducation aux médias, mais les autres disciplines ont aussi un rôle essentiel à jouer dans cette éducation aux médias, par toutes les informations qu'elles vont y chercher, par toutes les informations qu'elles vont y puiser, par les productions que peuvent y amener les élèves. L'élève peut être producteur de médias, peut-être producteur de ressources en ligne, et l'élève est producteur de ressources en ligne, et en particulier sur les réseaux sociaux, sans avoir toujours conscience de ce qu'il produit. C'est une obligation donc dans les disciplines, c'est une obligation à travers les parcours qui sont mis en place dans la réforme du collège. C'est une obligation aussi dans les espaces qui sont non disciplinaires, comme au lycée, hein, comme l'accompagnement personnalisé au lycée. C'est une obligation, mais alors comment croiser cette éducation qui n'est pas un enseignement avec les enseignements? Et c'est donc ce passage, cette insertion de l'éducation dans quelque chose qui n'est pas un enseignement est quelque chose qui est complexe à mettre en place dans les classes. Il faut construire une cohérence, un comment
ne pas être simplement dans du ponctuel, dans des petits coups, des petits spots de mobilisation du numérique, ou quand on est dans des spots d'utilisation du numérique, comment donner une cohérence d'ensemble à ces spots d'utilisation du numérique dans le cadre des enseignants, dans sa discipline, mais dans l'ensemble des disciplines. Et c'est la notion de parcours qui intervient ici, pour que justement on construise une culture, on construise et on forme, pour reprendre l'expression de Guy Cherki tout à l'heure, on forme l'esprit du jeune à travers cette éducation aux médias. Et ça, c'est quelque chose de complexe qu'on ne sait pas toujours très bien faire, parce qu'on est quand même formés les uns et les autres dans une discipline, sur des schémas qui sont souvent des schémas linéaires. On a du mal à aborder la complexité. Et avec les allers-retours qu'elle impose, les allers-retours, les écarts qu'elle impose, pour aller voir ce que fait l'autre aussi, et donc le travail en équipe. Or, bien souvent, l'enseignant est quelqu'un qui aime bien, c'était un peu mon cas aussi, on devient enseignant parce qu'on aime bien sa discipline, puis on aime bien être dans sa classe avec ses élèves, on aime bien qu'on nous laisse tranquille dans notre classe avec les élèves, et donc là on nous demande de travailler en équipe, et c'est un petit peu c'est une rupture culturelle. Et il est nécessaire de travailler en équipe. C'est aussi cette éducation aux médias, comme l'a dit Guy Cherki, c'est avant tout former les esprits. C'est avant tout former les esprits, aider les élèves à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur quelque chose qui souvent ramène à l'immédiateté. On est envahi, la plupart d'entre nous, par une multitude de courriers électroniques chaque jour, qu'on n'arrive pas à traiter, qui nous submergent, qui génèrent du stress. Il faut arriver à prendre de la hauteur face par rapport à ça. C'est à prendre de la hauteur et puis à dissocier. On parle de sources d'information dans la préparation de cette table ronde, on voit le terme source. L'Internet est une source. Pour moi, Internet est plutôt un fleuve. C'est plutôt un fleuve dans lequel donc, toutes les eaux qui viennent des différentes sources se sont mêlées, se sont entremêlées. Et finalement, la prouesse que l'on doit conduire, c'est d'arriver à conduire les élèves à identifier dans toutes ces molécules d'eau et dans tout ce flux, finalement, quelles sont les sources qui viennent et qui constituent ce fleuve. Quelles sont les sources, et c'est indispensable, parce que selon la source de l'eau qui constitue le fleuve, bien finalement, on va avoir une information qui va être pertinente ou non pertinente, une information qui va être très orientée, une formation qui peut déformer les esprits, qui peut être dogmatique, et on a vu les répercussions avec toute la question de l'islamisme ces derniers temps, puisque l'essentiel de l'endoctrinement se fait à travers les réseaux sociaux. Donc, importance de revenir à la source, d'apprendre aux élèves à dissocier ça. Éduquer, c'est aussi exposer. Pour ça, il faut prendre un minimum de risques. On ne peut pas préserver les élèves en permanence, les former en les préservant. Donc c'est aussi les exposer de façon raisonnable. Et trouver la frontière entre le raisonnable et l'irraisonnable est très délicat et très difficile à mettre en place. Donc tout ce travail est un enjeu, est un sacré défi pour l'éducation nationale, c'est un sacré défi pour l'ensemble des membres de l'institution, pour chaque enseignante qui est ici, pour les chefs d'établissement, pour les corps d'inspection. Donc les corps d'inspection seront présents et sont déjà présents autour des enseignants pour les aider dans ce cheminement, dans cette mise en place de l'éducation aux médias et à l'information. Mais c'est un défi important qu'il nous faut relever, et c'est un défi qu'il nous faut absolument relever. Il en va du fonctionnement de la démocratie aujourd'hui. Merci, Monsieur Boiry. Juste pour vous dire qu'après l'intervention de chacune des personnes présentes, nous vous laisserons la parole, bien évidemment. Commencez à fourbir vos questions. Je me suis rendu compte aussi que mon ordre alphabétique était le mauvais, puisque Nathalie Reveillaz vient avant Maître Ricky. Est-ce que néanmoins, Monsieur Bruyard nous entend? Pas encore. Ça va bien, on se croirait à la télé. Nathalie, je vous laisse la parole. Notre envoyé spécial à Cachan. Non. Nathalie, je vous laisse la parole. Donc on va respecter l'ordre alphabétique. Désolée, tout à fait. Et ce sera forcément en complémentarité avec mon collègue Pascal Boiry. Effectivement, je suis la mise en œuvre du parcours citoyen dans le cadre de ma mission référente laïcité.
ce parcours citoyen mis en œuvre depuis septembre 2015 a en lien avec l'éducation morale et civique un volet, une inscription de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, effectivement, je souscris à l'idée de former les esprits. Former les esprits, oui, mais là, on est aussi dans l'idée de ce parcours de considérer ce que les élèves savent faire, les compétences des élèves, et les mettre en situation de pratique, en situation d'éprouver les choses, et notamment de se former en produisant le média au sein d'un établissement. C'est une recommandation forte de créer un média, alors numérique ou non numérique, mais qu'ils aient de toute façon à comprendre l'information en la créant, en passant de leurs usages et de leurs pratiques, qui est un pratique effectivement de l'immédiat, de la photo du gâteau à la photo de soi et l'exposition de soi dans les selfies et dans la mise en image et finalement leur usage du réseau social. Mais cet usage-là, il faut l'utiliser pour pouvoir éduquer. Parce qu'ils ne sont pas vierges de tout usage, de toute éducation. Ils ont et ils construisent leur culture. Et il faut, et c'est aussi un de notre défi, dans l'éducation aux médias et à l'information, à utiliser cette culture jeune pour la faire se rencontrer avec la culture de l'école. C'est-à-dire qu'on puisse transformer leurs pratiques en compétences et qu'effectivement, face à cet aplat de savoir qui est l'Internet, où toute source effectivement est équivalente à, où il n'y a pas de relief, comment les outiller, comment leur permettre de hiérarchiser, comment les outiller pour avoir des grilles, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir effectivement être vigilant face à toutes les théories qui circulent, à toutes les interprétations qui circulent, où une source scientifique avérée va être détournée pour une interprétation erronée. Et dans l'idée de parcours, la nécessité de cette construction qui est effectivement une articulation entre l'éducation aux médias au sein des disciplines, qui se fondent sur des pratiques et sur une construction didactique, sur des savoirs, et une éducation aux médias dans le parcours articulé encore plus transdisciplinaire, où on valorise l'engagement des élèves, la production des élèves, pour qu'ils puissent ensuite, finalement, avoir les moyens d'être autonomes, de devenir ces citoyens responsables, qu'on puisse réaliser cette passation de témoins qui est finalement l'objectif de la formation de l'école. Merci. Est-ce que M. Brouillard nous entend? Non. Maître, je vous laisse la parole. Oui, peut-être. Je précise que Maître Riquet interviendra dans un atelier pour répondre à toutes les questions juridiques qui peuvent être les vôtres, et qu'à ce titre, c'est, je crois, un temps précieux. Maître, je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie. Je suis très honoré d'être là et je remercie les organisateurs d'avoir eu l'idée de me solliciter. Ce n'est pas la première fois, effectivement, que j'interviens. Moi, j'entends. Nous avons des évolutions. Monsieur Brouillard, est-ce que vous nous attendez? Vous pardonnez? Non, je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Très bien. Voilà, Est-ce que vous m'entendez? Très bien, je vous entends parfaitement. Parfait. Ici, tout le monde vous entend merveilleusement. Monsieur Brouillard, nous avons commencé avec Maître Riquet. Nous allons le laisser dérouler sa petite présentation. Et puis après, nous vous laissons la parole, s'il vous est possible de ne pas trop agiter le micro, parce qu'on vous entend plus que mieux.
Ok, très bien. Merci, à tout de suite. Maître, je vous laisse continuer. Voilà. Je disais que j'étais très honoré d'être ici, d'avoir été invité à participer à ce colloque, et je suis très heureux de pouvoir animer également cet après-midi un atelier qui sera consacré aux risques liés à l'Internet, les risques dont les enseignants peuvent être eux-mêmes victimes, mais aussi leur responsabilité par rapport aux élèves quant à l'utilisation de l'outil numérique. Il y a effectivement des choses à dire. Alors, je vous interromps 2 petites secondes. Monsieur Brouillard, je ne vous cache pas, on vous entend respirer. Ah. je suis désolé, mais... Oui, très bien. Je peux enlever... Ce qui nous rassure, mais... Parlez un petit peu. Si vous avez la possibilité d'arrêter le micro... Merci. Maître, je vous laisse la parole. J'allais dire que ça ne me gênait pas d'intervenir en dernier, puisque j'ai l'habitude, ça fait 36 ans que je suis avocat et que la parole est donnée généralement en dernier à la défense. Mais j'ai compris qu'il y aurait encore quelqu'un derrière moi, en tout cas après mon intervention. S'il respire encore. Alors, la transmission du savoir, la transmission de la parole, en tout cas de la communication, a connu évidemment dans l'histoire de l'humanité des étapes extrêmement importantes. Hein. C'est pas vous, et c'est pas. Je pense qu'il y a des gens plus qualifiés que moi ici pour dire que oui, il y a eu l'écriture, il y a eu l'imprimerie, et puis on a entre autres. Hein, et puis on a aujourd'hui l'outil numérique. Vous faisiez référence tout à l'heure à ce modem qui nous arrachait les oreilles. C'était l'époque effectivement de ce qu'on appelait le Web 1. Nous avions un média qui était, je dirais, unidirectionnel. Vous allumiez votre écran et vous pouviez accéder à une masse d'informations. Je disais à madame tout à l'heure que pendant un certain nombre d'années, je m'étais posé la question de savoir d'où était tirée cette phrase qui me trottait dans la tête depuis mon adolescence. C'était un matin d'automne, un ciel tourmenté de gros nuages gris, etc., limitait l'horizon aux collines prochaines. J'avais posé la question à plusieurs amis, on n'avait pas trouvé. Et puis, la magie de l'Internet, c'est M. Louis Pergaud, c'est la première phrase de la guerre des boutons. Je trouvais cette phrase très belle, c'est une très belle évocation de l'automne. Donc, cette magie du web qui est en capacité, dès lors que vous tapez ne serait-ce qu'un mot, de vous emmener sur des masses considérables de connaissances. Et puis, on est passé au Web 2. Web 2, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que là, nous sommes sur un média qui vous permet d'être acteur de l'information, de la discussion. Évidemment, ça n'est pas sans conséquence. Alors, on va dire que cet outil numérique, il recèle finalement autant de promesses, et notamment, on discutait tout à l'heure en matière pédagogique, c'est vrai que c'est un outil qui peut être absolument extraordinaire, il recèle autant de promesses que de dangers. Et différentes sciences humaines ont à connaître notamment des dangers que le numérique peut recéler ou apporter. C'est ainsi qu'en psychologie, on s'interroge, on étudie, on constate que, par exemple, les jeunes ou les moins jeunes, qui passent un temps extrêmement important sur Internet, généralement sur les jeux vidéo, entre autres, eh bien, développent des pathologies qui sont comparables, je n'invente rien, j'étais à un colloque à Clermont-Ferrand il y a 2 ans, et un neuropsychiatre nous expliquait que l'analyse par imagerie médicale du cerveau d'une personne vivante, hein, on n'a pas besoin d'une personne qui s'est littéralement enfermée dans l'outil Internet, était comparable à l'image que l'on avait trouvée à une certaine époque chez les enfants en Roumanie, à l'époque de M. Ceausescu, qui étaient enfermés dans des orphelinats.
ils étaient en contact avec des gens. Il y avait des personnes autour d'eux. L'internaute, celui qui passe son temps sur Internet, est en contact avec des milliers de personnes. Mais il n'y a aucun affect. Il n'y a pas d'affect. Et ça entraîne effectivement des conséquences sur le plan psychiatrique, sur le plan neurologique, avec des atteintes importantes, notamment au niveau des synapses. Les sociologues étudient ce danger, un des dangers de l'Internet, qui est ce qu'ils appellent l'entre-soi. Quand on étudie ces nouveaux modes de communication par Facebook, notamment, ou par d'autres médias, on s'aperçoit qu'il y a une grande partie des gens qui vont toujours rechercher ceux qui leur ressemblent. On ne communique qu'avec ceux-là. On ne s'intéresse finalement qu'à ce qu'on connaît déjà. On recherche la validation, la confortation par d'autres des opinions que l'on a. Et les sociologues se disent, mais quelle société nous promet ce type de comportement ? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de véritable rencontre. La rencontre fortuite, celle qui doit changer, qui doit vous changer. Une véritable relation, c'est une relation qui vous change. On ne peut pas sortir d'une relation dans le même état que celui dans lequel on était au début. Et en ce qui concerne l'école, c'est même nécessaire. La relation avec l'école, c'est une relation qui doit vous changer. Elle est faite pour ça. Elle doit vous enrichir, elle doit vous confronter à d'autres idées, à d'autres cultures. Enfin, c'est la diversité. La pédagogie, aussi, c'est le troisième domaine, mais c'est le vôtre, pour lequel l'outil numérique, à la fois, je le disais il y a un instant, apporte des ouvertures absolument extraordinaires. On sait que les enfants qui réussissent bien sont ceux, enfin dans certains domaines, en tout cas, sont ceux qui sont capables de lire, hein, j'entendais ça, au moins 25 pages d'affilée, et puis il y en a qui sont absolument incapables. Donc l'outil numérique va leur permettre, en alternant à la fois le texte, mais aussi ensuite l'image et l'audio, de progresser dans une œuvre sans être rebuté dès la première page ou la deuxième page, parce que la lecture est trop difficile pour eux, ils n'iront pas plus loin. Donc il y a des choses comme ça, c'est un exemple. Hein. Mais d'un autre côté, sur le plan pédagogique, l'Internet, il vous donne l'illusion. Alors l'illusion de la connaissance, en réalité, ce n'est que de l'information. C'est-à-dire que l'Internet livre une foule, un nombre absolument inimaginable d'informations. Un exemple était pris, en quoi les châteaux de la Loire sont-ils révélateurs de la Renaissance en France ? Alors vous avez des élèves, ce sont des expériences qui ont été faites, notamment à Toulouse, je crois. Vous avez des élèves qui, évidemment, comme beaucoup, vont aller sur Internet, Château de la Loire, Renaissance, etc. Et là, vous êtes débordés, ça devient même angoissant. Et vous avez des résultats, quelqu'un disait, c'est vous, madame, je crois, ou je ne sais plus, qui disait tout à l'heure qu'il y a des textes qui sont remis par des élèves de seconde année de faculté qui sont illisibles. Là, on a ce même phénomène, c'est-à-dire qu'on va rechercher sur Internet une foule d'informations que l'on ne sait pas traiter, que l'on ne sait pas trier, et on obtient du copier-coller qui n'a plus de sens, qui n'a même peut-être plus le sens de la question initiale. Alors que, en pédagogie, bien évidemment, il faut apprendre à l'élève à maîtriser les étapes du raisonnement, aller du plus simple au plus complexe, du plus fréquent au plus rare, bref, à développer un esprit critique. Et sur le plan pédagogique, il y a là évidemment une œuvre considérable de l'école par rapport à l'outil numérique, mais c'est ce qui était dit tout à l'heure, je l'ai noté, vous avez dit qu'il y a une politique pédagogique très importante en direction du numérique, et cette politique pédagogique, c'est celle qui va permettre évidemment une utilisation pertinente, positive de l'outil numérique. Professeur Bentolila, que vous connaissez certainement, professeur des universités, qui est un linguiste, avait cette formule que j'aime beaucoup. Il dit que l'outil numérique doit être asservi à la pédagogie du maître. Je crois que ça résume tout. Et puis il y a un dernier domaine, si vous me permettrez, c'est le mien. Je parlais des sciences sociales, c'est le domaine du droit. L'outil numérique, l'Internet, c'est un extraordinaire vecteur pour la liberté d'expression.
c'est aussi un outil qui peut être très redoutable dans l'abus de la liberté d'expression. Et il y a là aussi une éducation à faire, une connaissance à avoir sur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, comment signaler les abus, comment intervenir, et ça vous concerne, vous, enseignants, puisque je le disais tout à l'heure, non seulement vous pouvez être victime vous-même d'abus de la liberté d'expression, par des injures, de la diffamation, des captations d'images à votre insu qui vont se retrouver sur le réseau, mais vous-même, dans le cadre de vos obligations professionnelles, de cette pédagogie que l'on vous demande de mettre en œuvre, vous pouvez aussi engager votre responsabilité si tel filtrage n'est pas fait correctement, s'il y a tel détournement par un élève de l'outil, à votre insu ou par un défaut de surveillance. Il y a là, évidemment, tout un champ, tout un monde qui relève du droit, qui relève de la justice, et que, pour ceux que ça intéresse, nous pourrons développer plus avant cet après-midi. Je terminerai simplement pour vous dire que si je suis avocat depuis 36 ans maintenant en Haute-Savoie, je suis aussi depuis 30 ans l'un des 200 avocats sur le territoire français de la Fédération des autonomes de solidarité laïque, qui assure au quotidien la défense des intérêts des enseignants devant les juridictions lorsqu'ils sont mis en cause, mais qui aussi, depuis une convention que nous avons signée avec M. Payon en 2012, qui est aussi un partenaire officiel aujourd'hui de la formation des enseignants. Je suis, à titre personnel, plus particulièrement chargé, on va dire au niveau national, de cet aspect des choses, même si je ne suis pas l'avocat national de cette fédération, c'est-à-dire la formation des enseignants. Et je voudrais vous dire que cette association compte pratiquement 500 000 adhérents, c'est-à-dire la moitié du personnel de l'éducation nationale. Alors, si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous faire de la retape, comme on dit vulgairement, sur cette association. C'est pour vous dire que nous tenons bien évidemment des statistiques sur les dossiers que nous sommes amenés à traiter, et vous me concéderez que des statistiques sur près de 500 000 personnes sont des statistiques qui ont un sens. Et vous allez voir où je veux en venir, et j'en aurai terminé. Nous avons, l'année dernière, géré 5600 dossiers en protection juridique des enseignants. Quand je dis enseignants, c'est tout personnel de l'éducation nationale. Il n'y a pas là que des enseignants. Nous avons traité 5601 dossiers. Sur ces 5601 dossiers, il y avait 224 dossiers liés à ce que l'on appelle les préjudices informatiques, c'est-à-dire toutes les infractions qui ont pu être commises par l'utilisation de blogs, de Facebook, enfin bref, de l'outil numérique. C'est-à-dire que c'est très peu, c'est 4%. Les infractions, les dossiers les plus importants que nous traitons sont des dossiers à 40% d'insultes, de menaces. Puis nous avons d'autres domaines, peu importe. Je voulais insister sur l'aspect du numérique. 4% seulement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pourcentage n'a de cesse de baisser depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, nous craignions qu'avec le développement, on va dire exponentiel pratiquement de l'outil numérique, il y ait un développement tout aussi important des infractions liées à cet outil numérique. Eh bien, ce n'est pas le cas. Si nous avons eu un pic il y a 2 ans, nous sommes actuellement sur une baisse très sensible, puisque cette année, en 2015, pas tout à fait terminée, mais nous savons que nous serons pratiquement à 70 dossiers de moins que l'année précédente, qui elle-même était à une 60aine de dossiers de moins que l'année d'avant. Alors, comment l'expliquons-nous ? Comment l'expliquons-nous ? Eh bien, nous l'expliquons par le fait que, je pense, et ce n'est pas pour être agréable à madame qui est à mes côtés ou pour flagorner, je pense sincèrement que l'école s'est véritablement emparée depuis plusieurs années de cette problématique de l'utilisation de l'outil numérique et de l'Internet
qu'un effort considérable a été fait et continue à être fait, justement pour que la pédagogie en direction de cet outil soit dispensée aux enseignants, par les enseignants aux élèves. Et je crois que véritablement, c'est cela qui porte des fruits. Donc, généralement, lorsque l'on donne la parole aux juristes et à l'avocat, on se dit ça va un peu plomber l'atmosphère, on va nous faire peur. Pas du tout. Et là, je termine sur une note plutôt optimiste. Sachez qu'en termes, effectivement, de risques liés à l'outil Internet, grâce aux efforts qui ont pu être faits par l'institution et par vous, eh bien, nous sommes dans une baisse tout à fait sensible et c'est évidemment une bonne chose. Merci. Merci, maître. C'est plutôt encourageant. Monsieur Bruyard, êtes-vous là? Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Excusez-moi encore tout à l'heure pour la petite intervention. La parole. Je reprécise simplement le contexte. Vous le connaissez, Madame Becchetti-Bizot est présente autour de la table. Maître Ricky, qui vient d'intervenir, Nathalie Réveillaz et Pascal Boiry sont autour de cette même table pour aborder cette pédagogie autour du numérique. Nous vous laissons la parole en vous présentant et en rebondissant sur la problématique en 5 petites minutes, de façon à ce qu'il y ait des questions, on vous en laissera 7 s'il faut, sur données au public. Ça vous convient ? Très bien, très bien. Alors, désolé de ne pas pouvoir être présent et désolé de ces petits dysfonctionnements techniques. Alors, je vais peut-être prendre les choses d'une façon un petit peu différente parce que je suis depuis plusieurs années très intéressé à, disons, cette convergence entre médias, information, informatique. Et pour moi, je pense qu'on ne peut plus penser l'EMI sans essayer de mettre ensemble ces 3 éléments, médias, information, informatique. On peut dire peut-être diffusion, forme, traitement. C'est-à-dire que l'information, c'est quelque chose qui est forcément mise en forme. L'informatique lui permet des modifications et des traitements sur ces différentes mises en forme. Et finalement, les médias permettent cette diffusion et la confrontation à un public. Mais derrière, il faut toujours penser aux dimensions techniques et conceptuelles. Alors, si on prend l'exemple, juste pour se donner une idée, les journalistes ont beaucoup travaillé, et quand on regarde les leaks, les Wikileaks, etc., il ne s'agit plus pour eux de récupérer et de consulter une tonne de papier, mais de traiter et d'interroger des grosses bases de données. Donc les compétences nécessaires justement autour de ça se sont un petit peu transformées. Alors sur cette notion de source, je suis d'accord, Internet n'est pas la source. Une source, c'est une personne, un groupe, une organisation, une institution. La source, on peut la qualifier en général. C'est-à-dire qu'on a des sources qu'on va qualifier de fiables, c'est-à-dire on va accorder sa confiance à une source, et la source désigne l'origine. Alors en informatique, on parle de code source. Et c'est très important parce que le code source, c'est ce qui va permettre de générer les différents programmes. Avoir accès au code source, c'est essentiel, déjà pour comprendre ce que fait un programme, pour qu'il n'y ait pas d'éléments cachés dans ce programme, et pour pouvoir le transformer. Donc avoir du code source libre, c'est un élément démocratique essentiel pour effectivement à la fois modifier, mais vérifier justement ce que les programmes sont susceptibles de faire. Donc l'accès à la source est tout à fait essentiel. Alors bien évidemment, après, il y a des flux qui sont issus de la source. Et Internet, c'est un flux. Et finalement, on peut passer du vu à la télévision à vu sur Internet. Mais dans ces cas-là, on est loin de la source. On est sur une espèce de confusion avec le moyen de diffusion et d'échange. Alors l'autre point derrière ça, et il me semble que c'est un point social essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, et ce qui change, c'est aussi la notion d'autorité. Il y a une évolution de la vision de la science, ce qu'on appelle les sciences dans la société, et je crois que les gens comprennent maintenant que la science ne dit pas le vrai. Si la science ne dit pas le vrai, par contre, elle peut dire ce qui est faux. Et le risque, c'est une forme de relativisme généralisé. Alors, derrière cette idée de complémentarité entre médias, information, informatique, ce qui est peut-être essentiel maintenant, c'est de comprendre les processus de construction et de diffusion de l'information. Wikipédia est un excellent exemple. Alors, on peut avoir des doutes
sur la fiabilité de certains articles, mais en regardant certaines pages de Wikipédia dans certains domaines, c'est extrêmement, extrêmement bon. Et ce qui est nouveau dans Wikipédia, c'est le fait qu'on a accès aux différentes étapes de construction d'un article. On peut regarder toutes les transformations qui ont été faites. Mais on a aussi accès aux discussions sur un article, aux controverses qui sont liées à justement la construction d'un article. Ça change énormément de choses. Alors bien sûr, c'est difficile à faire. Pour l'instant, on manque d'instruments pour avoir une vision rapide de la manière dont un article est construit pour justement plus facilement être capable de voir s'il semble fiable ou non, c'est-à-dire s'il est suffisamment ouvert et si son processus de construction, on peut lui faire confiance. C'est un élément, à mon avis, central maintenant, ouvert notamment autour d'Internet, c'est ces phénomènes d'écriture collective. C'est-à-dire que les informations vont être modifiées par les collectifs, vont être transformées, vont être plus ou moins assumées dans les collectifs, et effectivement, si on veut comprendre, il faut accéder à des traces de ce processus successif. Donc, derrière ça, je pense que cette ouverture est essentielle. C'est-à-dire, il me semble que si on prend par exemple la notion d'esprit critique, un esprit critique c'est lié à l'interprétation, mais l'esprit critique n'existe que s'il est suffisamment instrumenté. C'est-à-dire si on développe des capacités individuelles et collectives, justement de pouvoir vérifier les sources, vérifier les transformations, savoir qui a écrit, dans quel contexte, etc., etc. Et ça suppose à la fois des connaissances et une instrumentation. Voilà, je voulais être bref, mais c'est un petit peu pour situer ce débat et de penser l'ensemble entre médias, information, informatique. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci, Monsieur Brouillard. Depuis votre nuage, j'ai l'impression de vous téléphoner. Madame Becchetti, vous vouliez intervenir, rebondir peut-être. Oui, je voulais simplement rebondir sur ce qu'Éric Brouillard, que je remercie de son intervention, qui est très éclairante, je pense, pour nous tous, vient de dire, sur 2 points. La question de l'autorité et donc la question du maître, du rôle du maître. Je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant avec les nouvelles postures, les nouvelles attitudes pour les enseignants. C'est que autrefois, on avait finalement l'élève était face à un enseignant qui était l'autorité, qui lui apportait, qui lui transmettait une forme de savoir établi avec une autorité. Il faisait partie des adultes référents qui, comme le livre d'ailleurs, parce que le livre est aussi le support, le lieu d'un savoir constitué, lui apportait donc un savoir établi, déjà construit, qui apparaissait comme une vérité, une forme de vérité. Aujourd'hui, le rôle du maître, ça n'est pas de transmettre un savoir déjà constitué, c'est d'apprendre à l'élève à construire lui-même ce savoir à partir de sources multiples d'informations qui ne sont pas mises en cohérence, qui ne sont pas encore validées ni évaluées, de lui apprendre à être lui-même l'autorité de ses propres savoirs. Donc c'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle des pédagogies actives. C'est en produisant, en créant, en lui-même traitant, gérant, organisant son information qu'il apprend. Ça me paraît un élément très important. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est la question de compétences. Il me semble que le numérique implique de développer des compétences qui existaient déjà dans le socle. L'esprit critique, on en parle depuis tout à l'heure, c'est une compétence qui n'est pas nouvelle. Mais la capacité de l'élève à traiter, à faire le tri, à sélectionner, à valider, à comparer, à mettre en discussion, à négocier collectivement avec ses camarades
la validité d'une source et d'une information, c'est véritablement une compétence qui est mise sur le devant de la scène par le numérique, qui est indispensable, qui doit être particulièrement développée et pour laquelle le professeur, là aussi, doit donner des repères, des méthodes et apprendre à l'élève cette autonomie. L'autonomie, ça se construit, ça n'est pas un acquis. Et quand on parle aujourd'hui de classe inversée, de pédagogie active, on ne peut pas imaginer que le maître va simplement mettre ses élèves devant des ordinateurs et les laisser en autonomie travailler. Pas du tout. Au contraire, le rôle du maître est encore accentué. Il va leur apprendre à travailler en autonomie et c'est un processus long. Dernier point, je m'arrêterai là, c'est la question de l'informatique. Je crois, comme Éric Bruyard, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on ne peut pas séparer la question de l'information de celle de l'enseignement de l'informatique, au sens où il faut comprendre les logiques à l'œuvre, il faut comprendre comment se structure une information, comment elle se traite, il faut comprendre la logique des algorithmes, il faut comprendre que le support n'est jamais neutre, que rien ne va de soi, que tout est construit, élaboré, écrit avec des codes, et que cette logique-là, si on n'en est pas conscient, on ne comprend pas aujourd'hui les enjeux et l'univers de l'informatique et donc on risque d'être un illettré du numérique. Il me semble que c'est là la principale responsabilité de l'école, c'est précisément de préparer les élèves à vivre et à travailler aussi et à être des citoyens dans la société dans laquelle ils vivent déjà aujourd'hui. Une autonomie face au code source. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Je vous prête mon micro. Donc bonjour, mesdames et messieurs. Moi, la question que je me pose, parce qu'on a entendu parler d'autorité, donc de vigilance, développement de compétences, autonomie et démocratie, est-ce qu'il existe autour de cela une commission d'éthique? Je veux dire parce que qui pourrait nous guider aussi bien que vous le faites là, pour nous expliquer, je ne sais pas. Voilà. Alors, l'éthique, ça relève de tas de significations différentes. Peut-être que le juriste, Maître Ricky, pourrait aborder déjà la question. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de commission d'éthique à proprement parler, comme il y a une commission d'éthique en matière biomédicale ou voilà. Il y a par contre, au sein de votre institution, des mécanismes qui ont été mis en place depuis pas mal de temps maintenant, ce qu'on appelle la netiquette, quelque part, c'est-à-dire effectivement savoir se comporter avec cet outil numérique dans le respect d'un certain nombre de règles. Au passage, j'indique que cette netiquette, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est purement contractuelle, c'est-à-dire c'est un document, pardonnez-moi d'analyser ça sur un angle juridique, mais ces chartes finalement de bonne utilisation de l'outil numérique que vous avez dans vos établissements, je voudrais simplement vous dire qu'elles ont valeur de loi. À partir du moment où elles figurent dans un règlement intérieur, à partir du moment où elles sont signées par les parents, notamment, les élèves, elles ont valeur de loi. Et à telle enseigne que nous avons, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous avons des décisions, y compris de la Cour de cassation, non pas d'ailleurs à propos de l'école, mais à propos de chartes de bonne utilisation de l'outil Internet dans des entreprises. Les juridictions, la plus haute juridiction nous dit ça a valeur de loi, c'est-à-dire ça s'impose. Alors quelque part, il y a une construction, effectivement, de cette éthique, n'est-ce pas, de la bonne utilisation. Et cette éthique, finalement, elle est enfermée dans des principes qui sont des principes constitutionnels de liberté d'expression, mais d'atteinte à la liberté d'expression, qui sont des principes prévus par la loi, la plus ancienne étant la loi de 1881 sur la presse, mais qui est d'une actualité extraordinaire encore aujourd'hui, qui est reprise dans la loi de 2004 sur ce qu'on appelle l'économie numérique. Donc nous avons bien évidemment un encadrement non seulement technique,
contractuelle ou autre de l'utilisation des outils, mais nous avons des bornes qui sont fixées par la Constitution, par la loi, par les grands principes de notre République, finalement. Alors je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question. Je pourrais rajouter quelques mots. Pas de commission d'éthique à proprement parler, mais c'est vrai qu'on a des bornes, on a des cadres, on a des règles, mais je comprends votre question, c'est-à-dire pour l'application dans les classes et dans les établissements. Alors justement, en ce moment, à la direction du numérique pour l'éducation, je peux vous dire qu'on est plongé dans cette réflexion, qui est plus qu'une réflexion, puisqu'il y a un dialogue et une discussion, un travail en groupe de travail avec les GAFA, comme on les appelle, avec Google, avec Apple et d'autres, pour Microsoft, etc., pour définir ensemble et contractualiser avec ces entreprises. Et c'est bien d'en parler, parce que ça a été mal compris et critiqué. Et l'idée, c'était de dire... Aujourd'hui, dans les classes, dans les établissements scolaires, de toute façon, Google App for Education, Microsoft, l'environnement Microsoft, etc., sont déjà présents. Apple, les tablettes, etc. Donc, plutôt que de dire on va interdire, on va filtrer, on va sécuriser, on va contrôler, et de mettre du coup les enseignants et les chefs d'établissement en situation d'illégalité pour la plupart, étant donné que les élèves de toute façon utilisent ces supports et qu'ils sont introduits dans les classes. On va faire l'inverse. On va prendre acte, mais discuter très sérieusement et contractualiser avec ces entreprises pour que les conditions d'utilisation soient connues, transparentes, lisibles, et finalement que les règles soient clairement partagées. Aujourd'hui, on le fait, mais on n'en est pas conscient et on n'est pas toujours conscient qu'on est dans l'illégalité. La protection des données des élèves, l'utilisation de ces données à des fins commerciales ou autres, les possibilités de manipulation aussi qu'il y a derrière, tout ça doit être mis vraiment sur la table, identifié, formalisé, de manière à ce que si quelqu'un enfreint, il soit conscient qu'il enfreint. C'est-à-dire qu'il y a la loi et puis il y a la connaissance de la loi. Et puis la pédagogie, ça va encore plus loin, c'est l'appropriation de ces règles et finalement la connaissance, l'intégration de ces règles dans la pratique au quotidien. Donc la position de l'éducation nationale, c'est de dire on n'interdit pas, on éduque. On éduque, ça veut dire on apprend à faire avec. C'est en faisant, en introduisant les choses, en pratiquant avec ces outils, que les élèves apprendront le mieux, prendront le mieux conscience des règles qu'ils doivent respecter, des droits qui sont les leurs, des devoirs qu'ils doivent respecter aussi. Et c'est cette démarche éducative que nous privilégions. Éducative, ça veut dire aussi d'accepter le monde dans lequel nous vivons et d'être dans un esprit de partenariat avec les entreprises et de ne pas diaboliser le monde économique, puisque de toute façon, nous sommes, comme je l'ai dit au départ de cette table ronde, nous sommes de toute façon toujours menacés d'être formatés, orientés, manipulés sans en avoir conscience. Donc c'est ça l'apprentissage de l'esprit critique aussi. Voilà, moi je vais vous donner un exemple extrêmement concret, extrêmement précis. Vous le voyez depuis le début de la table ronde, je passe mon temps à remonter à mon ordinateur pour effacer cet écran. C'est le portail captif du réseau Canopé en local, on est sur Canopé public, je dois rentrer mon identifiant et mon mot de passe toutes les heures, parce que la loi nous demande de tracer tout intervenant sur un lieu public qui pourrait utiliser afin de voir s'il n'y a pas des contacts. Donc moi, je ne vous cache pas, monter sur l'estrade, ça m'ennuie, changer ça, c'est pas très joli, mais je m'y habitue et je m'y adapte. D'autres questions? Donc je ne le change pas là, comme ça fait exemple. Il nous reste 3 minutes. Donc n'hésitez pas. François, je voulais juste compléter par rapport, enfin pas compléter, mais par rapport à l'éthique, en dehors du cadre juridique, l'éthique de l'enseignant, c'est se questionner sur comment agir quand il crée une situation pédagogique. Et de fait, il a été évoqué Wikipédia, par exemple, comment agir sans interdire Wikipédia, parce que de toute façon, effectivement, Wikipédia existe, et qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'est ce collaboratif et comment ça se construit. On peut faire écrire un article par les élèves. On peut aussi leur montrer et leur faire modifier un article existant et voir en combien de temps il y a des réactions, une interaction. Donc, on est dans l'utilisation, à côté effectivement de cette connaissance du cadre juridique dans lequel évolue l'enseignant et dont il a conscience, son éthique enseignante
en tant que pédagogue, c'est comment j'agis pour permettre aux élèves de se construire, et eux, leur questionnement, c'est que dois-je faire? Donc, quand on se questionne et qu'on crée ces situations, on est sur ces deux registres. Effectivement, ils vont avoir conscience et appréhender la loi. Ils vont aussi, à un moment, être en contact avec le sensible, l'émotion, parce que l'information, c'est beaucoup par l'émotion. Donc, comment est-ce que finalement on est orienté par l'émotion? Une fois, comment on fait dépasser cette émotion? Voilà, donc là, on est dans tout le champ pédagogique de l'éducation aux médias et à l'information dans la situation pratique mise en place. Effectivement, avec toutes les règles de droit intégrées dans sa pratique quotidienne. Oui, là, j'avais simplement une interrogation, une remarque concernant les outils mobiles, les tablettes. Parce que là, on a un vrai souci de sécurisation par rapport au réseau. C'est-à-dire que quand on utilise des tablettes en classe, on peut instaurer un certain nombre de protocoles, surveiller ce que font les élèves, voilà. Mais il y a quand même la question de l'identification des élèves, puisque certaines tablettes, et notamment les iPads, ne permettent pas cette identification systématique. Donc, les réseaux informatiques des établissements ne sont pas protégés dans ce cas-là. Et par ailleurs, il y a des usages qui se font parfois en dehors des séances pédagogiques, et là, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a des difficultés à laisser des élèves avec des tablettes. Par exemple, dans les CDI, les futurs 3C, les foyers, on fait quoi avec ça? Donc moi, j'ai pas mal d'interrogations sur ces protocoles de sécurisation, de manière à ce que tout le monde puisse travailler en confiance, même si on les éduque avec ces outils. Mais voilà, il y a quand même cette question-là par rapport aux outils nomades. Merci. Pascal? Je vais faire une première réponse qui est une réponse pédagogique, pas sur le champ juridique. On a des élèves qui sont dans les établissements, donc il y a les tablettes, mais ils ont tous des téléphones portables, qui ne sont plus des téléphones portables, qui sont des terminaux informatiques qui donnent accès au net. Et on peut dire, et c'est ce qui se passe avec les règlements intérieurs dans les collèges et avec les règlements intérieurs aussi dans les lycées, on peut dire, on fait de l'école un sanctuaire, c'est-à-dire que l'outil que les élèves utilisent à l'extérieur, ils ne l'utilisent pas à l'intérieur, ils l'utilisent sur des champs qui sont très, très spécifiques. Est-ce que l'on est dans une dynamique éducative dans ce cas-là? C'est à la fois, il faut qu'on trouve, c'est ce que je parlais, il faut exposer les élèves. Quand éduquer, pour moi, c'est exposer au sens de prendre un certain nombre de risques, aller dans le danger sans pour autant en mettre en danger. Donc c'est la difficulté. Et il me semble qu'une des vocations de l'école, c'est de mobiliser et d'apprendre à utiliser ces outils et à les utiliser de façon raisonnée. Donc si on verrouille tout, si on verrouille complètement, est-ce qu'on peut encore être dans un processus éducatif? Donc on va réfléchir sur les tablettes, on veut verrouiller les tablettes, on essaye de verrouiller les tablettes parce qu'il y a cette obligation de protection du système éducatif des élèves, mais en même temps, il faut qu'on soit dans une logique d'éducation. Et pour être dans une logique d'éducation, il faut exposer un petit peu et travailler sur cette exposition avec les élèves et comment, justement, on gère cette exposition, quels sont les dangers auxquels ils sont exposés et comment on travaille sur ces dangers. Et en faire prendre conscience, et on ne peut pas en faire prendre conscience en étant que dans une logique discursive sur ces derniers. Donc c'est un petit peu la difficulté. Les collègues de PS connaissent bien comment faire de l'escalade sans faire de l'escalade. Comment faire du canoë sans faire du canoë, sans se mouiller, sans risquer de se noyer. On est dans des problématiques qui sont difficiles et les parents le connaissent. Comment apprendre à un gamin à traverser une rue? Si on ne traverse jamais la rue, si on lui explique il faut que tu regardes le feu, que tu passes au feu rouge, mais qu'il n'est jamais mis en situation à un moment donné de traverser la rue, il faut lâcher le jeune, mais le lâcher dans une sécurité, mais avec en même temps cette exposition qui fait qu'on construit cette prise de distance, qu'on construit cette capacité à raisonner, qu'on construit cette capacité à gérer le danger. Et on est dans une société qui se veut toute sécuritaire et qui renie le risque et qui renie l'exposition au risque, ce qui est une des problématiques que l'on a.
Oui, la grande difficulté est de trouver un équilibre entre la sécurisation d'une part et l'éducation d'autre part. Alors l'Académie travaille avec les collectivités dans le cadre du plan numérique, travaille à la gestion des flottes de tablettes. Cet outil de gestion qui va arriver avec le plan numérique 2015, qui va être mis en place à la fin de cette année, tout début d'année 2016. Les tablettes arrivent dans bon nombre d'établissements, une tablette par élève de 5e. Dans ce cadre-là, nous répondrons aux obligations qui sont des obligations légales, c'est-à-dire pouvoir identifier chaque élève sur toutes les tablettes et pouvoir garder la trace pendant un an de toutes leurs connexions. Par ailleurs, il est nécessaire d'assurer la protection des mineurs. Si l'on donne une tablette aux mineurs, il faut qu'ils ne puissent accéder qu'à des sites qui soient, je dirais, corrects. En même temps, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Pascal Boiry, nous prenons des risques. Et il est nécessaire de prendre des risques puisqu'il faut éduquer les élèves aux médias et on ne peut le faire par l'interdiction seule. Dès lors, le plus grand risque serait de n'en prendre aucun. En tout cas, avec le plan numérique 2016 qui est en cours, je pense que nous serons en mesure de répondre à ce double impératif. Allez, hyper rapidement. Très rapidement. Bien sûr, il y a cette dialectique, cette tension entre le respect de la loi, qui parfois pose des interdictions, et, j'allais dire, la mise en danger, entre guillemets, qui est la démarche éducative. Enfin, c'est clair, je ne vais pas développer ça. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'à partir du moment où les règles, en ce qui concerne l'utilisation, c'est l'article L511-5 du Code de l'éducation, je vous dis ça, c'est pas pour être savant, mais c'est pour vous dire que c'est prévu, quoi. Bon. Il y a des textes qui prévoient des choses. À partir du moment où l'enseignant fait la démonstration, ou le chef d'établissement fait la démonstration qu'il a mis tout en œuvre pour le respect des textes, et qu'il démontre, qu'il explique, qu'il expose, si jamais il est confronté un jour à devoir s'exposer devant une juridiction, qu'il a dû faire aussi avec la nécessaire mission qui est la sienne, c'est-à-dire apprendre, enseigner, apprendre l'autonomie, je pense qu'il n'y a pas un juge en France ou ailleurs qui sera, j'allais dire, enclin à sanctionner. Ce qui est sanctionné, c'est véritablement le non-respect flagrant, si vous voulez, des obligations. Voilà. Après, on sait que le monde de l'éducation, on sait qu'il y a des dangers nécessaires pour l'éducation de l'enfant. Quand je dis danger, c'est avec des gros guillemets. Hein. Et ce que vous disiez tout à l'heure pour le prof de PS, c'est typiquement le cas, quoi. Voilà. Monsieur Bruyère, vous nous entendez? Monsieur Bruyard. Oui, je vous entends. Ah, parfait. Alors je laisse la parole à Madame Becchetti-Bizot qui va vous interpeller. Oui, non, c'était pas pour t'interroger, Eric, c'était d'abord pour te saluer et renvoyer vers toi le mot de la fin, parce qu'on a parlé de l'éthique, des règles juridiques, et comme moyen de donner aux élèves, de protéger les élèves, de sécuriser les pratiques. Mais je crois quand même, je voudrais revenir vers toi sur la question du logiciel libre et puis l'ouverture du code source. Il me semble quand même que là, tu peux peut-être finir là-dessus, et je rappellerai que aussi au ministère, nous sommes tout à fait favorables à la libération, au fait que les élèves puissent apprendre eux-mêmes à intervenir sur le code et à eux-mêmes modifier et prendre la main sur les langages informatiques. C'est ça la véritable liberté. Le jour où on sera arrivé à faire ça, à faire de tous les élèves, de mettre tous en capacité eux-mêmes de maîtriser leur langage, je crois qu'on sera bien au-delà du respect des règles et de l'éthique. On sera vraiment dans une appropriation des nouveaux langages. Voilà, donc je voulais te laisser la parole là-dessus parce que je pense que c'est un point important pour toi. Merci Catherine, et puis je voulais dire que je partage complètement le point de vue des intervenants précédents sur le risque et la nécessité de les confronter au risque dans quelque part un milieu assez sécurisé. Il faut absolument, les adolescents veulent transgresser. Si on ne les aide pas à avoir de la transgression un peu dans un espace protégé, ça va créer des soucis.
L'apprentissage, c'est aussi le détournement. L'apprentissage, c'est pas respecter des règles juridiques. On les respecte une fois qu'on les a comprises, et pour les comprendre, il faut un peu détourner. Et l'école, elle a cette mission, cette tension extrêmement complexe, effectivement, de les confronter à des risques sans qu'ils en prennent trop. C'est ça la difficulté. Alors effectivement, plus loin, prendre cette autonomie, prendre cette liberté, c'est d'être capable de modifier le plus possible tout ce qui nous environne et de prendre cette responsabilité. Mais cette responsabilité, elle se construit au fur et à mesure. Et je crois que c'est là la grande responsabilité de l'école, d'aider tous les élèves à pouvoir le faire. Voilà, merci. Merci à vous surtout. Mesdames, Messieurs, avant de tomber par terre, merci beaucoup d'avoir contribué à cette table ronde. Merci à vous.